Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Rached, ravi de te recevoir aujourd'hui sur Voice of Industries. Bonjour Mathieu, je suis content de partager avec toi ce podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Quaternaire ? Rached Ben Abdallah, donc j'ai un parcours industriel d'une dizaine d'années avant de rentrer dans le conseil. Chez Quaternaire, donc je suis directeur client, associé depuis plus de 30 ans. Et donc je développe et j'encadre des projets clients du début jusqu'à la fin. De l'expression du besoin jusqu'à la livraison. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire juste ce que vous faites chez Quaternaire ? Quel est votre métier ? Déjà, Quaternaire en quelques chiffres. Quaternaire, c'est 40 ans d'âge, et c'est 80 personnes aujourd'hui, 12 millions et demi de chiffre d'affaires. Nous sommes certifiés EcoVadis et aussi Green Place to Work pour la 4e fois depuis 2014, parce que nous sommes convaincus que le bien-être au travail est intimement associé à la performance. Et quel type d'entreprise vous ciblez et pour quel type de service ? Notre cible, c'est les industries, on peut dire. Déjà, nous sommes présents sur le métier de l'industrie et le métier du service. Et sur le métier de l'industrie, qui est notre cœur historique, nous sommes plutôt dans des entreprises qu'on peut dire capitalistiques. Il y a des actifs, comme l'industrie agroalimentaire, comme l'industrie de la chimie, de pharmacie, énergie. On a eu un passage assez important dans le nucléaire aussi. Et on fait aussi du manufacturing, mais principalement dans les premiers que j'ai cités. Très bien. Aujourd'hui, je crois qu'on va se focaliser sur un segment d'activité particulier qui est l'industrie agroalimentaire. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les contextes un peu spécifiques de cette industrie, à la fois sous l'angle du marché et des produits de cette industrie ? L'industrie agroalimentaire, elle a 4 enjeux. Et elle est prise entre le marteau et l'enclume. Donc elle est prise d'un côté, le premier enjeu, c'est un jeu client, où donc le marché quand même, il est beaucoup encadré par la grande distribution ou par le food service, mais sur quand même beaucoup d'industries agroalimentaires aujourd'hui qui est liée à la grande distribution, où il impose un certain nombre de lois sur le prix, une pression. Donc il faut avoir une différenciation forte, donc comme en marque nationale et une signature. De l'autre côté, l'autre pression, c'est sur la matière. Aujourd'hui, on se rend compte que la matière est une ressource limitée, et on n'est plus une ressource infinie comme on l'a imaginé dans le temps. Et avec les conditions climatiques aujourd'hui, il y a beaucoup de variations au niveau de la quantité disponible. C'est des climats aujourd'hui donc tendus, il n'y a pas d'eau, etc. Une pression sur le prix et une pression aussi sur la qualité. Et sur le prix en particulier, on a vu ces dernières années donc des envolées de prix qu'on n'a jamais vues. Je donne l'exemple du cacao où le prix a été multiplié par 3 en 6 mois l'année dernière. Donc ça pousse parfois les industriels à changer leur business model et ils se posent des questions sur le sujet. Les deux autres enjeux, il y a un enjeu climatique, ou plutôt le changement climatique, parce qu'aujourd'hui c'est une industrie aussi qui est assez énergivore, dans le sens de consommation d'énergie électrique, gaz, vapeur, etc., mais aussi de la consommation d'eau. Donc, elle a des enjeux dans les années à venir d'investir pour faire plus de produits avec moins d'énergie. Donc, il y a des investissements qui seront dédiés pour ça. Et le 4e enjeu, il est humain. Donc, on connaît très bien que le métier de l'industrie est moins attractif qu'avant. Et l'industrie agroalimentaire en particulier présente quelques contraintes supplémentaires d'environnement, c'est-à-dire on peut travailler dans des conditions de froid, des conditions où il y a de l'eau, des conditions il y a des odeurs qui sont différentes d'autres industries et donc elle est moins attractive. Il y a un enjeu fort pour être attractif et avoir les compétences nécessaires pour qu'elle puisse continuer à se développer et être performante. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'excellence opérationnelle. Concrètement, quels sont les leviers de l'excellence opérationnelle qu'on peut appliquer à cette industrie et comment on s'adapte à ces spécificités que tu viens d'évoquer ? On va repartir de la notion du marché. Donc c'est le produit aujourd'hui qui, pour nous, c'est la signature de l'entreprise et c'est lui qui est structurant comme colonne vertébrale de l'entreprise. On va regarder à la fois c'est quoi cette typologie de produit et c'est quoi le prix. Donc dans l'industrie agroalimentaire, la matière représente entre 70 et 80% du prix de revient. Donc c'est quelque chose de très important. C'est une ressource qui est rare, donc ça devient maintenant comme de l'or à gérer, donc en termes d'utilisation et de rendement.
Deuxième chose, donc on est dans une industrie où l'innovation a un cycle court par rapport à d'autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, les produits pour la grande distribution, ils peuvent être de sortir donc dans 6 mois. Donc en 6 mois, de sortir un nouveau produit, donc renouveler un produit. Et pour les marques, entre 1 an et demi, 2 ans maximum, donc on peut sortir de nouveaux produits. Par rapport à d'autres industries, donc on est dans un cycle court d'innovation. Autrement dit, on a des renouvellements dans les ateliers, donc dans l'exécution, des produits nouveaux qui arrivent, qui doivent être bien structurés et bien définis. Ce qui veut dire qu'il y a des enjeux d'industrialisation. Exactement. D'autres enjeux, il y a aussi donc, c'est un milieu où on travaille dans des contraintes sanitaires. Donc, on est dans le food service, on est dans le food défense. Donc, tout ce qui est food safety culture, c'est quelque chose de capital. Et quand tu poses une question à un directeur général, qu'est-ce qui t'empêcherait de dormir, c'est de ne pas avoir un PET donc, sur la qualité produit et sur l'aspect sanitaire. Oui, un rappel produit, typiquement, qui va être la bête noire de l'agroalimentaire. Alors, on vient de parler de ces différents enjeux. Si on creuse sur un premier sujet qui est la partie, je dirais, rendement et peut-être même qualité produit, parce que les deux sont un peu liés quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme levier de l'excellence opérationnelle pour traiter ce sujet produit-process et assurer la maîtrise en fait, de cette qualité produit et la maîtrise des procédés qui amènent à ces produits? Merci pour cette question, parce qu'elle est très pertinente, et d'autant plus dans l'agroalimentaire, je pense aujourd'hui il y a un manque dans un métier qu'on appelle le transfert industriel. Entre l'innovation et l'exécution en production. Donc comment aujourd'hui on structure, définir donc, les paramètres clés, quelles sont les cartes de contrôle, quels sont les modes opératoires, quelles sont les compétences, et de revoir en termes de process, c'est quoi la capacité de nos machines. Parce que souvent, donc, on développe des produits qui sont de plus en plus pointus, et on se pose de moins en moins la question, est-ce que nous avons des process qui sont toujours capables de faire ça? Et aujourd'hui, donc si on le regarde sur l'aspect de notre côté organisation, on a aujourd'hui une structure d'organisation, comme on dit par exemple dans le management, le middle management, c'est-à-dire on va trouver donc des ingénieurs qui vont diriger ou encadrer les ateliers, donc on va trouver des opérationnels et on va trouver du middle management. Et de l'autre côté, en fait, on va regarder aujourd'hui sur cet aspect transfert industriel, c'est-à-dire comment on va structurer l'expertise entre l'expertise des gens qui développent, l'expertise des gens qui produisent, et entre les deux, ce qu'on appelle dans notre industrie des méthodes industrielles. Comment donc cette mission doit être structurée pour qu'elle puisse accompagner donc tout le transfert industriel pour que le produit soit bon du premier coup, dans des bonnes conditions, et non pas donc avec un ramp-up, si je le compare par rapport à une nouvelle ligne qui démarre, qui dure 6 mois, 12 mois, alors qu'il faut qu'il dure que 3 mois, parce qu'on n'a pas suffisamment d'encadrement autour de ça. Ouais, et puis si le ramp-up se fait plus, on va dire de manière beaucoup plus longue, on perd toute la performance qui est perdue sur cette période, et en fait il y a un vrai enjeu à avoir un ramp-up et d'atteindre les performances je dirais maximale le plus vite possible après l'industrialisation. Tout à fait. Donc ça, c'est un regard. Donc, quand on regarde, par exemple, j'appellerais ça de manière top-down. Donc quand on lance des nouveaux produits. Maintenant, quand on regarde aussi aujourd'hui d'une manière bottom-up, c'est-à-dire quand on regarde les ateliers, c'est une industrie où des activités de fabrication qui restent manuelles ou semi-manuelles, où le savoir-faire qui existe et qui est entre les mains des opérationnels. Et même dans certains métiers que j'ai nommé presque un transfert de savoir-faire presque religieux, parce qu'il est oral et qui passe depuis des décennies de bouche à oreille et qui le maîtrise bien. Mais maintenant, c'est-à-dire avec l'évolution, avec la raréfaction des ressources, comment aujourd'hui structurer ce savoir-faire, comment capitaliser là-dessus, comment le digitaliser, et comment, donc, en fait, en quelque sorte, les méthodes aussi, ils ont un rôle aujourd'hui pour formaliser ce savoir-faire, pour le capitaliser, le structurer et le rediffuser de nouveau. Par rapport à ce sujet, moi j'avais une question. Est-ce qu'en fait, un des impacts pour l'industrie, c'est que on a déjà des turnovers plus importants au niveau des équipes que ce qu'on a pu connaître par le passé. Les gens restent moins longtemps, et donc il y a quelque part cette perte de savoir-faire, et surtout s'il est oral, qui peut être importante. Et deuxième aspect, moi j'ai une impression en discutant
maintenant depuis plus d'une dizaine d'années avec les industriels, que on a perdu un peu cette notion de méthode quelque part dans les organisations. Tout à fait. Donc même gérer dans l'agroalimentaire, c'était quelque chose d'absent aujourd'hui, c'est-à-dire même c'est un métier qui n'existait pas. Aujourd'hui, il commence à exister dans certaines industries, mais qui reste aujourd'hui, je dirais, presque 10 à 15, 20% maximum des industries qui ont, c'est l'équivalent de ce poste-là aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est-à-dire là, on a un métier qui, quand même, malgré tout, qui s'automatise. Et on est resté donc dans des savoir-faire techniques traditionnels. Par exemple, de trouver des automaticiens aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, ils sont une perle rare. Donc par rapport au sujet qu'on va évoquer tout à l'heure, ça va être une contrainte forte. Très bien. J'irai là, on a évoqué un peu les enjeux, la situation, tu nous as donné une bonne image des choses. Maintenant, concrètement, sur ces différents sujets, comment on met en œuvre l'excellence opérationnelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation ? Alors, je comprends, il y a mettre en place des méthodes, du moins des méthodes au sens service méthode sur l'industrialisation, mais plus concrètement, si je parle des opérations au quotidien, des lignes de production, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'excellence opérationnelle ? En fait, l'excellence opérationnelle, elle est à la fois, on peut dire c'est un triptyque, à la fois donc un regard en termes d'organisation, déjà pour voir comment c'est structuré. L'autre côté, c'est un regard méthodologique, et l'autre côté, en termes d'humain, en termes compétences et savoir-faire. Donc, il y a des savoir-faire métiers pour transformer, mais aussi, il y a besoin de savoir-faire méthodologique. Comme disent un certain client, donc le bon sens ne suffit plus. Il faut apporter un peu de méthode pour structurer tout ça. Donc aujourd'hui, nous, avec l'expérience que nous avons, comme on a, je dirais, un positionnement opérationnel, donc souvent, aujourd'hui, on commence par les opérations, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et de faire de la photographie, en fait, de comment ça se passe. Autrement dit, voilà, d'un exemple concret, on peut dessiner avec les gens opérationnels, c'est quoi la cartographie des pertes, par exemple. Donc sur un atelier, pertes dans tous les sens. Donc on va visiter l'atelier, ce qu'on appelle le Gemba Walk, et on va photographier c'est quoi la perte matière, c'est quoi la perte mammodée, c'est quoi la perte de main-d'œuvre, c'est quoi la perte d'attente de machine parce que la machine ne tourne pas, des pertes énergétiques éventuellement parce qu'il y a des machines énergivores et qui restent allumées toute la nuit alors que l'équipe ne tourne pas, etc. Donc on commence par un état des lieux. Ça peut être un état des lieux lié donc opérationnellement, comme je viens de l'évoquer, pour faire une cartographie des pertes, comme un état des lieux beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire comment c'est organisé et comment les gens fonctionnent aujourd'hui, et à partir de là, quels sont les enjeux, et on rend compte donc aux décideurs quelle est la situation d'aujourd'hui et comment construire avec eux la vision donc de l'amélioration et de l'excellence opérationnelle, et dessiner avec eux, comme on dit, les marches d'escalier pour aller étape par étape pour atteindre l'excellence. Donc, par contre, souvent, on va commencer par mettre en place des fondamentaux. Parce que l'amélioration continue, c'est l'écart par rapport aux fondamentaux, qui est l'écart par rapport à des standards de production, de transformation, et les standards sont construits par qui ? Par des gens de type méthode. Et on reboucle par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est un exemple. Et après, bon, il y a dans la mise en œuvre, donc, comme on construit aujourd'hui donc, des projets sur mesure, donc, on adapte beaucoup cette mise en œuvre en fonction des capacités donc de chaque entreprise. Et comme je dis à mes clients, nous, notre rôle, c'est de prendre la place qui reste. C'est-à-dire, s'il a des compétences dans un projet, donc on va staffer avec des compétences. Toutes les compétences sont remplies par l'entreprise elle-même. On va les prendre, on va les faire participer pour les faire grandir. Et tout ce qui manque comme compétences, on va l'apporter par quaternaire pour qu'on puisse faire véritablement une équipe ensemble et mener cette transformation. Et l'objectif, que notre client demain soit autonome. Plus on avance et plus nous, entre guillemets, on passe en mode coaching pour lui passer le relais et pour qu'il puisse grandir et continuer à avancer. Ce qui j'imagine, c'est qu'il y a une grosse partie formation quelque part des équipes, surtout si on parle de méthodologie, de manière d'animer les choses, etc. Tout à fait. Donc ça revient un peu à notre trois métiers. En fait, nous sommes dans le métier à la fois du conseil, de la formation, et ce qu'on appelle l'accompagnement opérationnel, c'est-à-dire accompagner l'exécution vraiment. Autrement dit, je donne toujours un exemple,
quand on fait un diagnostic ou on accompagne, on fait la prise de poste à 5 heures du matin. On va voir l'équipe de nuit, comment elle travaille. Et quand il y a un diagnostic d'intervention en maintenance, on va avec le technicien pour voir réellement comment il fait et avec quelle méthode il travaille et quelles sont ses capacités. Autrement dit, on est dans la vraie vie. Alors là, on vient de parler de toute cette excellence opérationnelle, très orientée terrain. On retrouve, si je résume bien, le sujet mesure. On commence par mesurer, on priorise les enjeux, on fait valider ça par la direction pour avoir un mandat, quelque part, de la direction pour agir. Et derrière, vous définissez le plan d'action et vous mettez en œuvre en accompagnant le client sur cette démarche. On va dire, on a un petit élément qui vient bousculer tout ça depuis quelques années, qui est la transformation digitale. Quel lien fais-tu entre l'excellence opérationnelle et la transformation digitale, et comment ça s'intègre ensemble aujourd'hui? Déjà, nous, je vais faire un zoom un peu sur notre offre, c'est-à-dire aujourd'hui, notre métier, c'est de construire donc, des projets de transformation, et on peut faire aussi des améliorations ciblées. Et le cœur donc, de cette transformation, comme je disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement opérationnel. Et le digital aujourd'hui, c'est un vrai levier donc, de performance pour nous. À la fois, nous, c'est le digital, on fait pas du conseil et du digital. Pour nous, le digital fait augmenter notre conseil qu'on apporte au client. Donc, c'est une partie intégrante de ce qu'on doit faire. Autrement dit, comme je disais bien tout à l'heure, donc l'excellence opérationnelle, on dit toujours tout ce qui est mesurable est améliorable, et le contraire est vrai. Donc, si on ne mesure pas, on n'améliore pas. Donc, autrement dit, comment aujourd'hui, dans le avec le digital, donc la première, pour moi, fonction, c'est à la fois de structurer le métier et d'apporter la mesure au plus près du terrain. Et cette mesure-là, c'est pas simplement une mesure technique, mais aussi une mesure contextualisée, comme tu le dis bien donc, dans ton offre, parce qu'on a besoin d'intégrer le savoir-faire qu'on a évoqué tout à l'heure, donc des gens qui sont sur le terrain, et de savoir au plus près, c'est-à-dire quand on fait une mesure auprès d'un équipement, qu'elle soit disponible pour tout le monde. Et celle-là, donc, elle va nous emmener donc, à travailler d'une autre manière au niveau de l'entreprise, d'une manière beaucoup plus décloisonnée, et comment on va capitaliser sur tout ça. Merci pour cette présentation de comment les choses s'articulent entre excellence opérationnelle et transformation digitale. Quelque part, j'ai aussi une impression, c'est que si on prend l'industrie agroalimentaire, on est quand même dans une industrie où on va avoir beaucoup de cuves, de tuyaux, etc. Et quelque part, si on fait du Gemba purement en allant sur le terrain, observer, on va capter un certain nombre de choses et d'éléments qu'on va pouvoir améliorer. Par contre, il se passe quand même beaucoup de choses cachées au sein des cuves, tuyaux et autres équipements. Et quelque part, est-ce que les yeux qu'on a quand on fait le Gemba, c'est pas les données qui sortent de tous ces capteurs qui viennent de la ligne de production et qui viennent en fait compléter, on va dire, ce qu'on a par cette approche Gemba du terrain? Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend on peut dire dans l'agroalimentaire, vous avez deux grandes étapes de transformation. Une première étape, ce qu'on appelle fabrication, où là, on a vraiment de la transformation, etc. Et donc, on peut être dans des tuyaux, c'est comme dans le lait, dans le fromage, etc., ou dans des citernes. Et après, on a toute la deuxième partie, qui est plutôt conditionnement du produit. Et donc, pour le produit, le fabriquer, donc, on a besoin de maîtriser ses paramètres. Et ces paramètres, donc, aujourd'hui, donc, ça peut être des batchs, ça peut être des temps de maturation, etc. Donc, on rentre avec une matière et on peut sortir avec 2 ou 3. On prend l'exemple du lait. Donc, on rentre avec une matière lait, mais on va sortir avec de la matière grasse, avec une matière protéique, avec du sérum, etc. Donc, une séparation pour avoir une recomposition. Donc, ça, c'est important d'avoir de la mesure dans chacune des étapes de transformation auprès de chaque équipement. Et d'identifier quels sont les paramètres clés, à la fois qui sont liés à la matière, mais aussi à l'environnement. Ça peut être de la température, ça peut être de l'humidité, ça peut être autre chose. Et donc là, on a besoin de toute cette traçabilité et de la tracer à la fois donc, en termes de mesure, mais dans ce cas-là, dans quel outil et comment capitaliser là-dessus. Nous, donc, dans notre pratique, donc, on a une démarche qu'on appelle le bon de premier coup, donc, qui est liée à la qualité produit, d'identifier quelles sont les étapes où véritablement on crée de la valeur sur le produit, où on a la signature du produit. Donc, on peut prendre au moins 3 étapes. La première, c'est la réception de la matière. Donc, est-ce qu'elle est conforme par rapport à ce qu'on a demandé? Si elle n'est pas conforme, donc il faut le prendre en compte. Et l'étape intermédiaire, c'est le produit semi-fini, donc une étape intermédiaire de transformation, avant de recomposer le produit. Dans chacune des étapes, il faut identifier
quel est le plan de contrôle et quelles sont les spécificités fonctionnelles donc, qu'on doit mesurer. Et qu'est-ce qui nous permettent déjà d'assurer un produit bon dans sa fabrication avant de le conditionner. Deuxième chose, en termes d'organisation, donc on va caler aussi pareil ce qu'on appelle le tour-terrain, donc des managers. Donc pour faire, quand ils font le tour-terrain, c'est pas une promenade de santé, mais aussi de regarder les bons paramètres au bon moment. Donc on va les éduquer, et donc on va aiguiser leurs yeux pour qu'ils regardent la même chose que les opérateurs, pour qu'ils vérifient ce qu'on a défini est bien, on est dans la bonne carte de contrôle et est-ce qu'on a les bons paramètres. Sinon, ils doivent réagir rapidement. Et donc là, on va développer donc, ce qu'on appelle le pilotage en temps réel. Donc le pilotage de l'exécution. Et donc ça, c'était une première étape, en fait, et c'est là où on va voir donc, quelle est la transformation qu'on va faire, donc à la fois sur le plan technique, sur le plan expertise pour maîtriser tous ces éléments-là, et sur le plan managérial pour accompagner cette exécution. Et donc là, c'est toute une rééducation qui est à faire. Et après, la deuxième partie, donc c'est ce qu'on appelle le pilotage en temps différé, c'est-à-dire pour faire l'amélioration continue, comment maintenant extraire toute cette expérience ou toute cette historique de données, comment les analyser donc par rapport à ce qu'on a défini et comment éventuellement les améliorer et corriger ce qu'on a prévu pour qu'on ait une certaine constance dans le produit, c'est-à-dire pour éviter la variabilité. Donc c'est notre premier indicateur, comment éviter la variabilité de la production d'une étape à l'autre, ou d'une équipe à l'autre, ou d'un mois à l'autre. Et donc cette tendance de continuité de qualité produit qui va être le fil conducteur. Pour aller un peu plus loin dans le concret, est-ce que tu as un exemple à nous décrire, à nous raconter sur une implémentation de l'excellence opérationnelle dans l'agroalimentaire, avec également cette composante digitale et nous en donner quelques enseignements, quelques points clés qui ont permis le succès de ces démarches de déploiement de l'excellence opérationnelle. Je vais citer un exemple dans l'industrie du fromage. Donc on a eu cette implémentation pour accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale et en particulier donc sur la maîtrise de la qualité produit du début jusqu'à la fin, parce que donc pour eux donc c'est un produit de marque qui est connu sur le marché, qui a sa signature, et en plus dans leur pratique ils ont de la dégustation tous les jours, le matin à 9h, c'est un rituel. Et la dégustation, bon c'est quand même, malgré qu'elle est cadrée, elle reste subjective. Et donc là dans la transformation donc concrète, donc on a identifié donc l'exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a équipé les postes clés de transformation donc avec un outil digital qui s'appelle eAnalytics et qui intègre donc à la fois donc tous les paramètres donc de production nécessaires et ses cartes de contrôle, et un travail qui a été fait avec les opérationnels pour le définir donc d'une étape à l'autre. De l'autre côté, donc on a travaillé avec les agents de maîtrise pour aussi vers comment faire évoluer leur rôle, et une première étape importante après la formation, c'est de supprimer le papier. Et donc, c'était quelque chose de très difficile. Donc et là, on a eu un accompagnement donc, de quelques semaines. Et à un certain moment, on a dit stop, maintenant on enlève tout le papier. Donc, on a eu un ramp-up d'un mois. Et après un mois, on a tout stoppé. Comment les équipes terrain, là, les opérateurs réagissent quand on fait ça ? En fait, les équipes terrain, généralement, ils sont moins compliqués que l'encadrement intermédiaire. En fait, ils sont très pragmatiques. Si tu l'accompagnes vraiment, tu dis, voilà ce que tu fais aujourd'hui, tu l'accompagnes, comment il va faire demain, et qu'il arrive à le faire, il n'y a aucun problème. En plus, c'est-à-dire, il trouve son intérêt, parce que pour lui, d'abord, c'est plus pratique, et d'autre côté, il voit qu'il est en train de progresser et tu augmentes ses compétences. Donc, c'est tout bénef. Mais par contre, donc lui, il trouve l'intérêt tout de suite. Par contre, changer l'habitude d'un agent de maîtrise, au lieu de rester dans son bureau, d'aller faire un tour, de regarder son ordinateur, d'aller faire un tour terrain pour partager avec son conducteur ce qui se passe réellement à tel moment, ou ce qui s'est passé depuis 5h du matin, etc., c'est plus compliqué. D'ailleurs, il y a un truc qui je trouve très étonnant et très intéressant dans ce que tu viens de dire. Tu te dis, on digitalise, on supprime le papier, et finalement, l'agent de maîtrise, il passe moins de temps derrière son ordinateur et plus de temps sur le terrain. Tu peux en dire un peu plus ? Toute la différence, en fait, avant le digital, les gens, en fait, ils vivent que dans l'histoire. Donc, ils regardent ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé, par exemple, s'il arrive à 5h du matin, ce qui s'est passé la nuit.
À partir de là, donc au moins, donc voilà, donc il est dans le passé. Donc là, après, donc il va faire un tour de terrain et il peut regarder, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder en quelque sorte. Et là, c'est différent. Donc là, aujourd'hui, c'est-à-dire comme on colle chacun sur le temps réel, donc toute dérive est traitée tout de suite. Ce que tu veux dire, c'est que l'information qui avant était un peu réservée à la maîtrise, Ouais. en mode je regarde le passé parce que j'ai mes rapports qui remontent. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'opérateur qui a directement l'information en temps réel. Exactement. Et quelque part, voilà, on change quand même le niveau d'information aux différents étages. Exactement. On change le niveau d'information et en plus, on supprime, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, un travail inutile sans valeur ajoutée au niveau de l'agent de maîtrise. En fait, quand il arrive à 5 heures du matin, il doit passer 1 heure pour consolider toutes les données. Et donc, en fait, pendant 1 heure, il est en train de faire que l'administratif. Aujourd'hui, il n'a plus besoin parce qu'il a les chiffres et il a tout est traité automatiquement. Et donc, comme tu dis, donc le conducteur, il a accès à la même information que lui. Donc, autrement dit, il suffit d'avoir quelques points de repère. Au lieu de passer 1 heure dans le bureau, il passe 10 minutes pour voir quel est l'état de son atelier et qui va définir le circuit de tour terrain et qui va s'arrêter sur les postes importants où il a vu donc quelques dérives et là, il crée l'échange et l'aide le conducteur s'il a besoin. D'ailleurs, quelque part, on voit complètement l'approche du DMAIC, mais en mode très local, c'est-à-dire que comme on mesure, on voit tout de suite ce qui ne va pas, donc on peut définir les priorités de la matinée ou du poste grâce à la mesure. Exactement. Et vraiment se focaliser sur les sujets importants. Tout à fait. Donc en fait, c'est-à-dire progressivement, donc c'est-à-dire continue sur le temps réel, donc maintenant même c'est-à-dire les mêmes informations, elles vont remonter dans les réunions d'une manière ce qu'on dit cascadée, donc ce qu'on appelle l'escalade, donc de l'information pour prendre les bonnes décisions, mais aussi après il faut la descendre jusqu'à la réunion de 9 heures pour faire la dégustation, mais on fait la dégustation en ayant tous les résultats du produit avec ses mesures, avec ses paramètres en fait qui factualisent encore plus en fait la dégustation qui était subjective. Et qu'est-ce que ça a apporté à ce client-là en particulier sur ce sujet de la qualité produit? Sur la qualité produit, donc il a gagné à la fois donc ce qu'il appelle le panel. Donc en fait, il y a un résultat aujourd'hui, il y a un groupe de clients donc qui régulièrement évalue le produit. Et donc là, ça s'appelle le panel, c'est une notation et il est important de cette notation qui doit s'améliorer. Donc cette notation s'est améliorée encore plus. Deuxième chose, c'est-à-dire cette variabilité que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est cher dans le fromage, c'est la matière grasse et les matières protéiques. Et donc, on mesure beaucoup mieux la variabilité. Et dans ce cas-là, on surdose plus. Et donc, on est au juste besoin, mais sans toucher à la signature produit et sa qualité. C'est-à-dire meilleure maîtrise, donc on réduit les écarts sur les valeurs, ce qui fait qu'on peut se positionner au mieux à l'endroit qui est également optimal à la fois en termes de qualité, mais également de rendement matière. Exactement. Et dans ce cas-là, on a gagné sur le deux plans. On gagne au niveau régularité du produit pour les clients et on gagne sur la partie matière qui représente 80% du coût du produit. Très clair. Je pense qu'on est au clair sur comment les choses se déroulent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre offre chez Quaternaire pour ces industriels et comment vous travaillez avec eux? Nous, aujourd'hui, donc dans notre métier, comme je disais tout à l'heure, on a 3 métiers. Donc, il y a la partie conseil, la partie formation et accompagnement. Donc, là, par exemple, sur l'aspect digital, nous, notre terminologie, on dit, pour réussir dans le digital, 80% d'humain et 20% de techno. Donc ça, voilà, ça c'est aussi un fil de notre signature. Deuxième chose, quand je parlais tout à l'heure, donc faire augmenter donc la connaissance ou les compétences des gens. Donc là, par exemple, on a accompagné cette entreprise donc, par des formations. Donc on a développé des modules, formation à la mesure. C'est quoi on parle de formation type Green Belt Exactement. Donc en fait, tous les conducteurs qui touchent donc au produit et qui touchent donc au digital ont été formés à l'équivalent de Yellow Belt, c'est-à-dire la notion de la mesure, etc., un peu d'analyse et de comprendre le sens donc de ce qu'il étudie, de ce qu'il mesure. Et plus on monte dans l'hiérarchie, plus on monte donc aussi au niveau de la connaissance pour arriver à faire des analyses. Donc là, on passe dans le Green Belt et là, on a formé tout l'encadrement, 100% donc de l'encadrement au niveau presque Green Belt. Et dans cette formation, on n'était pas sanctionné 100% par Quaternaire, donc elle était construite par Quaternaire en termes d'ingénierie. On a fait les premiers groupes de formation et on a formé des formateurs internes. L'objectif, c'est de toucher 100% de l'entreprise.
Donc c'est ça aussi un peu notre approche au niveau du digital. Le digital, c'est pas pour que quelques personnes. Il faut toucher 100% des personnes. Donc et c'est là où on a véritablement la transformation réelle de l'entreprise. Pour conclure, c'est une remarque qui me fait plaisir parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le digital et la data, c'est un sujet comme l'était l'informatique il y a une trentaine d'années. C'est un outil pour tout le monde et il y a un véritable enjeu à démocratiser ça dans nos organisations industrielles pour aller chercher le maximum d'éléments pour alimenter la performance. En tout cas, merci beaucoup Rached pour ton intervention. Merci Mathieu pour ton invitation et pour ce partage d'expérience. C'est avec un grand plaisir. Au plaisir, merci. Merci.